Bonjour à tous, nous sommes présentement dans le cours 90. Le cours va traiter des matériaux. On est dans le chapitre 12. On débute le chapitre 12 avec les contraintes et les propriétés. Fait que je vais vous demander de sortir votre cahier de notes et on s'en va directement aux fiches synthèse numéro 48-49. Les pages qu'il va avoir à être faites en devoir pour le groupe de STE, on parle des pages 260 à 263. OK. Fait que les notes pour l'agenda, évidemment, on va avoir tout pris ça. Je poursuis rapidement avec. Bon. OK. Fait que si on regarde au niveau des objets techniques maintenant, les objets techniques, il faut faire un retour en arrière à ce que vous avez vu secondaire 2 ou secondaire 3. Juste se rappeler que la matière première au départ, là, ben, c'est la substance d'origine naturelle. Et par la suite, on va la transformer. Maintenant, pour la transformer et en faire ce qu'on appelle des matériaux, il va falloir qu'on utilise du matériel qui se trouve à être les outils nécessaires pour fabriquer ce qu'on a l'intention de faire, ce qu'on va appeler l'objet technique. Maintenant, quand on parle des contraintes, parce qu'on est à la fiche numéro 48, les contraintes, il faut se rappeler que ça va décrire l'effet produit dans un matériau par les forces externes. Puis quand on parle de forces externes, il faut se rappeler que dans les symboles de force, on se trouve à avoir des flèches de contour visibles. Hein. C'est très important. C'est ce qu'on va retrouver comme symbole qui va identifier les 5 contraintes qu'on va traiter en secondaire 4. Fait que si on regarde rapidement, la première contrainte, c'est une compression. Hein. On peut imaginer, moi je vous dis tout le temps, là, utilisez une règle. Une règle va vous permettre de vous rappeler qu'il y a 5 contraintes. Qu'est-ce qu'on fait avec? Bien, on la comprime, hein, on va l'écraser. Si on la comprime, la première contrainte qu'on se trouve à avoir, une compression, quand on écrase le matériau. Après ça, on peut tirer sur la règle. Hein, quand on tire sur la règle, on parle d'une traction ou bien d'une tension. Fait qu'étirer les matériaux, ça va nous permettre de faire la contrainte en tension ou en traction. Ensuite de ça, on peut imaginer qu'on la tord. Hein, on va tordre comme on ouvre un pot de beurre de peanut, là, tout simplement. Fait qu'on le tient bien puis on squeeze en faisant ça, une torsion des matériaux. Visser un écrou, ça en est des exemples de ça. Puis finalement, après ça, vous avez aussi la flexion. Hein, on est capable de fléchir notre règle, y aller doucement, par exemple, pas la briser. Puis finalement, on est capable de la casser. La casser versus un cisaillement quelconque, ça peut être sur le coin d'une table, hein, qu'on va provoquer cette contrainte de cisaillement. Mais bref, on vient de faire le tour là, des 5 contraintes. Maintenant, à partir du moment qu'on a des contraintes, il faut penser que les contraintes amènent une déformation des matériaux. Pas nécessairement tout le temps, là. Il faut, il faut penser que ça se peut que le matériau soit très rigide, puis qu'à ce moment-là, peu importe la contrainte qu'il va subir, il ne subira pas de déformation quelconque. Fait que ça, à ce moment-là, c'est un matériau qui va être très rigide. Mais par contre, dans des situations assez courantes, ben, quand un matériau va subir une contrainte, il va se passer une conséquence. La conséquence va être soit une déformation élastique, ce qui veut dire que à partir du moment où on crée la contrainte, bien, la déformation se fait juste d'une façon temporaire. Par exemple, si je plie ma règle juste un petit peu, elle va reprendre sa forme initiale après la contrainte. Hein? Fait que ça devient une déformation élastique. Maintenant, si je prends une règle et que je la déforme un peu plus, je peux imaginer un trombone à ce moment-là, je vais prendre quelque chose de métallique, je la déforme un peu plus, je prends un trombone, je mets beaucoup, beaucoup de feuilles à l'intérieur du trombone. Si j'en mets juste un peu, on peut parler tout de suite de notre déformation élastique, mais si j'en mets beaucoup, ben à ce moment-là, la déformation va être assez grande, de sorte qu'il ne pourra pas revenir à sa position initiale après avoir enlevé les feuilles. On va considérer ça comme une déformation permanente à ce moment-là. Fait que suite à la contrainte, la déformation reste déformée après la contrainte. Maintenant, une rupture, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est si ça casse complètement. Hein? Ça déchire ou ça casse, ben, à ce moment-là, on parle de déforme, on parle d'une rupture. Oups. Juste rapidement, je suis obligé de prendre une petite pause avant que la cloche sonne de nouveau.
Bon, maintenant, je vais vous demander de sortir votre cahier de laboratoire. L'activité, c'est le 4.3.4 qui s'appelle les contraintes. Je vous demande de prendre 5 minutes, hein. Vous allez me compléter ça à l'aide des images que vous voyez et des notes de cours que vous avez eues au départ. Fait qu'on remplit ça, puis après ça, on va pouvoir poursuivre. Fait que maintenant, on est rendu à la fiche synthèse numéro 49, les propriétés mécaniques, hein. Si on parle de propriétés mécaniques d'un matériau, ben ça se trouve à décrire le comportement quand il est soumis à une ou plusieurs contraintes mécaniques. Ces propriétés mécaniques-là vont varier en fonction des types de matériaux qu'on va se trouver à avoir. Fait que maintenant, ben, si on parle des contraintes qui se trouvent à subir, on va parler aussi de la dégradation. La dégradation, ben, c'est quand que les propriétés du matériau se trouvent à être altérées à cause que on se trouve à avoir eu une dégradation, hein. Si on pense au bois rapidement, on peut imaginer que du bois va pourrir, puis quand il pourrit, ben, il devient beaucoup plus fragile, hein. Il va finir par il va avoir plusieurs propriétés mécaniques du bois qui vont être altérées à ce moment-là. Fait que la dégradation, c'est ça. Maintenant, cette dégradation-là, on peut imaginer toujours notre bois, hein. Si on veut éviter qu'il pourrisse, bien, il va falloir appliquer des protections sur les matériaux. Fait que cette protection-là, ben, ça va être les différents procédés qui vont empêcher puis retarder la dégradation des matériaux. Maintenant, voici les différentes propriétés mécaniques qu'on se trouve à avoir en général. Les 9 qu'on va traiter, on parle de propriétés mécaniques, celles-là. On va en retrouver 3 autres, des propriétés non mécaniques, mais maintenant, je vais vous demander de prendre ça en note rapidement. Et on va essayer de voir la nuance entre les différentes propriétés mécaniques tout de suite après. Je n'arrive pas à saisir pourquoi il reste pas en avant. OK, fait que si on regarde les 9 propriétés mécaniques, on commence avec la dureté. La dureté, qu'est-ce que c'est? C'est la propriété de résister aux rayures et à la pénétration. On peut imaginer le bois, là, il va avoir différents types de bois. Il va avoir des bois qui sont plus durs et d'autres qui vont être moins durs, hein. Si on regarde dans une habitation, les planchers qui se retrouvent au sol, c'est souvent des planchers de feuillus qu'on va parler. C'est des planchers qui sont durs. Fait qu'on parle à ce moment-là de merisier, on parle d'érable, on parle de chêne. Et fait que ce sont des bois qui sont très durs. Pourquoi? Parce qu'on s'attend à ce qu'il va y avoir beaucoup de, de, de personnes qui vont circuler sur ce bois-là. Fait qu'on veut s'assurer d'avoir un bois qui va être très dur. Par contre, il va y avoir des bois qui vont être utilisés pour les structures intérieures des habitations, hein, dans les murs. Fait que ça n'a pas besoin d'être un bois dur. On va utiliser à ce moment-là beaucoup de conifères. On va utiliser de l'épinette, du pin, particulièrement de l'épinette qui va se retrouver à ce moment-là. Et fait que fait que résister à des rayures et à la pénétration, on peut imaginer là, juste passer son doigt, là, son ongle sur le bois, est-ce qu'il va rayer? Fait que s'il raye, ben, à ce moment-là, ce n'est pas un bois dur, puis s'il ne raye pas, ben, c'est un bois qui est plus dur. Fait que les propriétés varient en fonction des différents matériaux. Maintenant, la deuxième propriété, c'est l'élasticité. Fait que quand on parle d'élasticité, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la propriété de reprendre sa forme après avoir subi une contrainte. Fait qu'imaginons qu'on essaie de l'étirer. Si on l'étire puis il garde cette forme-là suite à avoir été tiré, ben, c'est pas de l'élasticité, ça. À partir du moment où ce que tu l'étires puis il revient à sa position, ça, c'est de l'élasticité. Fait que l'élasticité, on peut imaginer aussi un matelas. Un matelas, hein, si on l'écrase, on le relâche, il va reprendre sa forme initiale. Fait qu'il va avoir une certaine élasticité qu'il va perdre avec le temps, hein. Maintenant, la résilience, elle, qu'est-ce que ça se trouve à être? Ben, c'est facile, c'est la propriété de résister au choc. Fait on peut imaginer que ça peut être en se déformant, puis en reprenant sa forme après la déformation. Très souvent, ça va être comme ça. La ductilité, elle, c'est la propriété de s'étirer sans se rompre. Les métaux sont particulièrement ductiles. On peut les étirer et
il ne reprendra pas sa forme. Ce n'est pas de l'élasticité, là, c'est de la ductilité. On est capable de l'étirer et il va rester comme ça quand on a fini de l'étirer. La malléabilité, bien, pensez maintenant à de la pâte à modeler. On est capable d'écraser la pâte à modeler. Si on fait subir une compression, on va l'écraser. Est-ce qu'elle va reprendre sa forme après? Non, encore une fois, ce n'est pas de l'élasticité comme un matelas. Si on l'écrase, puis qu'elle garde cette forme-là suite à avoir été écrasée, assez aplatie, assez courbée sans se rompre, à ce moment-là, c'est de la malléabilité. Un peu comme le métal, on peut imaginer des ustensiles de cuisine aussi où ce qu'on va plier une fourchette. Ça, c'en est de la malléabilité, pardon. La rigidité, elle, c'est la propriété de garder sa forme. Fait que peu importe la contrainte qu'elle va subir, on peut imaginer que même si elle subit une contrainte en compression, en flexion, en torsion, en traction, ben à ce moment, puis que, ben à ce moment-là, elle garde sa forme. Fait que ça, c'est quelque chose qui est rigide. La ténacité, c'est particulièrement de résister à la propagation d'une fissure. Fait que ça va s'opposer à la fragilité. La fragilité, ben, on peut imaginer que c'est se casser sans se déformer. Fait qu'on peut imaginer facilement du verre. Hein? Du verre, c'est de même. C'est dur, 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 dur. Mais par contre, si tu le cognes suffisamment fort, ben, il va casser. La porcelaine, on peut penser à la céramique, etc. C'est des matériaux qui sont très durs, mais par contre, ils sont aussi fragiles. Fait que la légèreté, elle, on va parler tout simplement d'une densité faible. On peut parler d'une masse volumique comparée à une autre masse volumique. Hein? Fait qu'un matériau, on va dire qu'il est plus léger qu'un autre à cause qu'on compare ici les masses volumiques. Maintenant, il se trouve à y avoir trois autres propriétés. Fait que les trois autres propriétés, les autres, ce sont des propriétés comme la résistance à la corrosion. Fait que la capacité d'un matériau à résister à l'action d'une substance corrosive, comme de l'eau, hein, ou bien encore de l'oxygène. Fait que à ce moment-là, de l'eau, de l'oxygène, ça va faire quoi? Ben, ça va faire de la formation de Fe2O3, on va se ramasser avec l'oxyde de fer, hein, de la corrosion, de la rouille. Fait que maintenant, il y a d'autres façons de s'oxyder. Quand on parle d'oxydation, une réaction à l'oxygène, on peut penser à l'aluminium aussi qui va changer de couleur, qui va blanchir. On peut penser aussi au cuivre qui va devenir vert, lui, en s'oxydant. Fait que la résistance à la corrosion, encore une fois, certains matériaux vont résister très bien à la corrosion, d'autres moins bien. Ensuite, on a les deux types de conductibilité, l'électrique et thermique. Électrique, à transmettre un courant électrique, puis thermique, à transmettre la chaleur. Ce sont des propriétés qui vont être très importantes quand on va parler à l'intérieur des composantes électriques. On veut s'assurer que l'extérieur ne conduise pas du tout l'électricité, puis que l'intérieur conduise très bien l'électricité. Même principe au niveau de la chaleur, quand on est dans une cuisine, on veut s'assurer que la capacité à transmettre la chaleur de la cuisinière à aller aux aliments soit très bonne. Il faut qu'elle ait une bonne capacité à transmettre la chaleur d'un à l'autre. Mais par contre, tu ne veux surtout pas que cette capacité-là à transmettre la chaleur la transmette à la poignée. Hein? Tu ne veux pas te brûler quand tu vas recueillir le chaudron, par exemple. Fait que maintenant qu'on a toute cette information-là, on peut passer aux exercices. Fait que je vous demande tout simplement de passer aux différents exercices et quand on a terminé, on va se ramasser avec la prochaine présentation. Fait que là-dessus, bonne fin de journée tout le monde.